Bon, bah, bonsoir à tous. Bienvenue à cette méditation du mercredi. Voilà, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Peut-être 6 mois que j'ai pas animé cette méditation du mercredi. Donc, on va commencer comme à chaque fois par établir un peu notre motivation. Important quand il s'agit de méditer, faire une petite méditation de calme mental, observer le sujet de la méditation analytique d'aujourd'hui. Ensuite, on va faire 2 sessions. Et puis en tout, on en a pour une heure et quart à peu près. Vers 20h45, on devrait terminer. Donc juste quelques activités du centre. Je sais qu'il y a une retraite ce week-end de Mahamudra au centre de retraite. Peut-être que c'est encore possible de s'inscrire. La semaine prochaine, il y a une retraite avec Arnaud de prendre soin de soi et puis une retraite de Tara. Et j'anime également une retraite de calme mental aux alentours du 12 novembre, une retraite de 10 jours. Voilà. Toutes les informations sont sur le site. Et puis il y a plein d'autres événements. Il y a les méditations du matin, la relaxation, le yoga, les programmes avancés, programmes bouddhistes d'études bouddhistes approfondies avec Geshe Dakpa. Plein de choses au centre, même si il y a le couvre-feu, on essaie de proposer plein d'activités. Et puis on va développer aussi également les programmes en ligne qui vont bien rendre service, on espère. Voilà, donc vous pouvez prendre tous et toutes une position confortable. On va commencer par simplement déjà positionner le corps dans une position qui est à la fois tonique et détendue. C'est vraiment cet équilibre qu'on va essayer de trouver. Donc vous pouvez faire des ajustements un petit peu, essayer de pas prendre une position trop confortable parce qu'en fin de journée, on va s'endormir. Et puis, pas prendre une position trop raide pour pas créer des tensions musculaires qui vont pouvoir occasionner une douleur dans le dos, dans les épaules. Donc vraiment cette position confortable et qui vous inspire une forme de tonicité également. Parce qu'on va méditer un peu sur le calme mental, et pour méditer sur le calme mental, on va essayer de ne pas faire en sorte de s'endormir, même si ça peut être agréable. Donc le premier support du calme mental, ce qui donne sa justification et l'envie de méditer, c'est de comprendre les bienfaits. Et c'est peut-être la première chose qu'on peut faire pour débuter cette méditation guidée, c'est de bien se souvenir pourquoi on le fait, pourquoi on médite. Il ne s'agit pas simplement d'observer le souffle, parce qu'on sait tous que le souffle, c'est assez monotone, mais on le fait pour une raison bien particulière, pour calmer l'esprit, pour être plus disponible, pour gagner en efficacité mentale, en bien-être physique et mental, et puis pour avoir un esprit plus disponible quand on veut réfléchir à des sujets bien particuliers. C'est difficile de penser et réfléchir à un sujet quand l'esprit vagabonde sans arrêt. On a du mal à poser la caméra de l'esprit sur le sujet qu'on voudrait suivre. Le calme mental, c'est ce qui permet de parfaire cette attention. Pour qu'au moment où on va méditer, on va analyser quelque chose, le potentiel transformateur se déclenche en nous. Et c'est normal d'avoir l'esprit distrait après une journée de travail. On a tous beaucoup de choses à faire. Je le répète à chaque fois, mais accepter également les distractions comme faisant partie de notre quotidien, et on ne le sait que trop. Donc on va essayer, chacun pour soi, de formuler une motivation en disant « je ne fais pas ça pour rien, je fais ça pour
développer quelque chose, une compréhension en moi, un peu plus de calme. De disponibilité. Et je sais que le faisant, je suis plus disponible aux autres, plus à leur écoute, plus à même de les aider. Alors, puis ces efforts à méditer, apporter quelque chose aux autres également. Pas dans l'immédiat, mais dans les heures, les jours, les mois prochains. Essayer de formuler une motivation altruiste pour que les efforts qu'on va engager pendant 1 heure et quart soient voués non seulement à notre bien-être, à notre compréhension, notre réflexion, nos réalisations, mais également pour le bien et la paix des êtres autour de nous. Et puis pour continuer à nourrir notre enthousiasme à méditer, on va se réjouir, voilà, se réjouir de prendre cette décision, de passer 1 heure à méditer, alors qu'on aurait plein d'autres choses à faire. C'est chouette. C'est pas une activité vaine. Et c'est pas une activité qui n'apporte aucun bienfait. Et même si les bienfaits, on ne les voit pas, ils opèrent, ils plantent une graine, plantent un potentiel qui est capable de grandir, de transformer de fond en comble notre esprit, notre comportement. C'est un pas vers un peu plus de paix, de compréhension, de réflexion, d'altruisme. Donc c'est bien, c'est faire bon usage de son temps. Ça, on peut s'en réjouir.
Ok. Alors, vous êtes habitué avec moi aux méditations sur le souffle. On va faire une méditation sur le souffle, mais on va apporter une petite variante. On va changer un peu l'ordre et on va conjoindre cette méditation sur le souffle avec une légère visualisation. On peut faire des méditations sur le souffle où il y a la composante d'une légère visualisation. C'est pas soit on médite sur le souffle, soit on médite sur les visualisations. On peut également inspirer de la lumière, comme si on inspirait de la lumière. C'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est une méditation qui oblige l'esprit à créer une image mentale. Parce que le souffle, c'est un bon objet pour méditer sur le calme mental, parce qu'il est disponible, on n'a pas besoin de le créer à l'esprit, mais c'est aussi sa limite. C'est que pour développer le calme mental, c'est une conscience mentale. Donc c'est plus de l'ordre de la visualisation que de se servir de quelque chose qu'on possède déjà. Dans la tradition d'Asie du Sud-Est, on commence sur le souffle, mais il y a un moment où on passe dans une visualisation. C'est-à-dire qu'il y a une progressivité qui fait qu'on commence par le souffle et quand on commence à avoir un signaki, c'est une image mentale très forte, ça peut être un orbe de lumière, eh bien, on change du souffle à cet objet mental. Donc nous, on va essayer de visualiser de la lumière qui rentre par nos narines et qui se diffuse à l'intérieur du corps. Donc très important quand on travaille sur des visualisations, il ne faut pas essayer d'avoir une image parfaite. Ça, c'est très important parce que l'image parfaite ne vient pas tout de suite, c'est ce qu'on doit accomplir avec la pratique. Donc il faut accepter une image minimale. Cette image minimale, ça peut être juste une impression qu'il y a une forme de lumière qui rentre dans le corps avec l'inspiration. Parce que si on essaie de penser que dès le départ, il faut qu'il y ait une visualisation parfaite de la couleur, de comment elle rentre, comment elle se diffuse, si on va voir trop de détails, l'esprit va se tendre parce qu'on ne peut pas visualiser aussi parfaitement dès le départ. Si chacun de votre côté, vous essayez de visualiser un orbe de lumière de 5 cm de diamètre, blanc, il apparaît peut-être quelques secondes ou une fraction de seconde, mais dès qu'on essaie de se fixer dessus, c'est beaucoup plus compliqué. Il va un peu disparaître. Donc il faut accepter une image minimale. Et même parfois, si on sent qu'on ne visualise pas une forme de lumière, on se rattrape sur le souffle lui-même. D'accord? Donc ce qu'on va faire des cycles de 10. J'inspire, j'expire, je compte 1. J'inspire, j'expire, je compte 2. Je vais jusqu'à 10. Mais à chaque fois que j'inspire, je vais essayer de visualiser une lumière qui rentre en moi et que j'expire ensuite. Sans me dire où est-ce qu'elle va ensuite, d'où elle vient, comment ça se fait que c'est une lumière, elle ne vient pas d'une ampoule, comment ça se fait? On ne peut pas chercher de... Ça, c'est une visualisation, on a le droit de rêver un peu là. Donc, on va visualiser une lumière qui rentre par nos narines, qui se diffuse dans le corps pendant l'inspiration, qui est expulsée par les narines pendant l'expiration, et on compte 1, et on va jusqu'à 10. Accepter cette image minimale, accepter que ce ne soit pas vraiment même une lumière, une impression de lumière peut-être seulement. Très, très, très important. Sinon, l'esprit va se tendre, et quand l'esprit se tend, les visualisations sont rendues impossibles. Il faut trouver cet équilibre entre vouloir essayer d'amener à l'esprit une visualisation et pas trop vouloir, parce que sinon, c'est comme si on s'agrippait à quelque chose et qu'on finissait par le froisser. D'accord? Donc, on va faire un test. Vous n'êtes même pas obligé de déterminer la couleur de cette lumière. Hein, ça peut être simplement une impression d'une lumière. Et je rappelle que le souffle doit être laissé aussi naturel que possible. Pas essayer de le forcer, pas essayer de le rendre trop sonore. Juste de la même manière
que la position du corps, imaginez que ce souffle représente à la fois une forme de tonicité et de détente. OK? Alors on peut faire un cycle de 10 respirations. OK. Ce qu'on essaie d'établir au départ, c'est une forme de pleine conscience. La pleine conscience, c'est une glue mentale qui vient fixer l'esprit sur son objet. Ne pas oublier l'objet. La première préoccupation, c'est de ne pas oublier l'objet. Et après, il y a une deuxième préoccupation qui va être: est-ce que mon esprit est bien focalisé sur l'objet? Est-ce qu'il est en train de se relâcher? Est-ce que je viens d'être distrait? Et observer les distractions. Donc il y a une partie de l'esprit qui est observant de l'objet, la pleine conscience, et une partie qui va regarder à droite à gauche pour savoir si tout va bien. Il faut qu'il y ait ces deux fonctions de l'esprit. On ne peut pas simplement se porter sur la pleine conscience. Parce que la fonction de la pleine conscience, c'est simplement de conserver l'objet. Il faut également qu'on développe une forme de vigilance qui reconnaît: «Ah, je suis en train de penser à autre chose là. Ouais, donc je reviens». C'est différents facteurs qu'on doit développer pour vraiment porter l'esprit petit à petit dans cet espace ténu qui est l'équilibre mental. Le calme mental, c'est une forme d'équilibre. Si cet objet mental de la visualisation apparaît pas tout le temps, c'est pas très grave. Restez focalisé sur le souffle. Si vous, si vous, si vous observez que l'esprit a été distrait quelques instants, vous le ramenez sans vous énerver. C'est normal d'être distrait sur cette visualisation. OK? On va refaire un cycle de 10 respirations.
OK. Juste quelques mots avant qu'on fasse une troisième, un 3e cycle. La méditation calme mental, c'est une méditation d'équilibre. Il faut absolument être aussi positif qu'on est négatif dans la méditation. On ne peut pas passer son temps à observer les distractions en disant: «Ça y est, je suis encore distrait». Il faut également, chaque fois qu'on est connecté autant que possible, pas chaque fois, il ne faut pas que ça devienne, faut pas que ce soit trop souvent non plus, mais autant que possible se dire: «Ah ouais, ça y est, ouais, ouais, oui, oui, j'ai un petit peu de lumière là. Ah bah oui, je suis un petit peu focalisé», parce que ce faisant, on va avoir une forme de joie qui va naître et cette joie, elle va être le fuel à la concentration. L'enthousiasme, c'est le fuel à la concentration. La joie, c'est le fuel à la concentration. La frustration est, la chose qui détruit la concentration. Donc si on passe trop de temps à observer les distractions, c'est qu'il faut changer un peu de point de vue et observer les choses qui fonctionnent dans la méditation. Ça, dans les textes, c'est important, c'est rappeler de lorsque je tiens l'objet, je dis: «Ça y est, c'est ça». Il ne faut pas espérer le tenir 1 heure, non, même si je le tiens quelques secondes, c'est ça le début. Et ce faisant, je nourris un peu de joie et je permets d'étendre la continuité de cette concentration. OK? On va essayer un peu. On va immédiatement refaire un cycle.
Ok, on va faire un dernier cycle. Dans ce dernier cycle, on va essayer, si on acquiert un petit peu de stabilité, d'injecter un peu plus de clarté. Donc, comme si on faisait un petit effort, pas une petite tension, mais un peu plus, on injecte un peu plus de clarté. On va essayer de vouloir un tout petit peu plus de clarté mentale sur la visualisation de la lumière, comme si on avait un variateur et euh, qu'on allait le tourner pour avoir un peu plus d'intensité. Okay. Seulement si vous avez un petit peu de stabilité, seulement si vous sentez que vous en êtes capable, essayez d'injecter un peu plus de clarté. Ok. Vous allez pouvoir changer de position, peut-être vous étirer un petit peu si vous en ressentez le besoin. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le fil de discussion. Ok. Pas de questions. Ça va peut-être venir, d'accord. Alors, le sujet de la méditation analytique, parce que les mercredis, même si on vient de faire un peu de méditation de placement, de calme mental, le sujet du mercredi, c'est une méditation analytique. Ça va être de s'interroger sur l'information. La semaine dernière, je conduisais une session sur le climat et on a réfléchi à l'information, comment on reçoit l'information, qu'est-ce qu'on en fait. Et ça m'a inspiré de réfléchir à une session de méditation pour ce soir, pour réfléchir comment on gère l'information qu'on reçoit sur les choses importantes. Vous allez voir, ça va être très pratique, parce que finalement, ça parle de méditation. Le bouddhisme, c'est une théorie de l'information, c'est une théorie de qu'est-ce qu'on fait de ces informations qui ont du sens, qui sont importantes. Donc cette information, on est bombardé d'informations aujourd'hui.
Et par habitude, on a développé une forme de consommation de cette information. Tous les jours, il faut que l'information qu'on reçoit change. Si on avait en tribune du Monde 2 jours de suite la même information, on commencerait déjà à se dire: «Mais peut-être que je vais aller voir sur, Libération ou, un autre journal». On est consommateur d'informations. Et les informations qui importent dans l'existence sont malheureusement pas des informations qui sont toujours nouvelles. Ça peut être de vieilles informations, mais qui nécessitent qu'on les ait comprises profondément. Et c'est là où le bouddhisme apporte quelque chose de singulier par rapport à l'information qu'on consomme tous les jours, c'est qu'il ne s'agit parfois pas de ces informations nouvelles, mais de créer des moyens pour que les informations qu'on reçoit, on arrive à les intégrer profondément. La première fois que j'ai regardé le cercle des poètes disparus, il y avait Cueille dès aujourd'hui les roses de la vie, j'avais trouvé ça génial, enfin, je trouvais ça magnifique. Aujourd'hui, je vois ça, je me dis: OK, ouais, Cueille dès aujourd'hui», ça fait un peu gningnin. Mais il y a des informations qui sont comme ça, qui sont peut-être des informations qui, au départ, ont été, comprises avec vibration et puis qu'on a répétées 50 fois. Moi, quand j'ai étudié au monastère de Nalanda, il y a des informations que j'ai dû recevoir un bon millier de fois. Et au bout d'un moment, on s on s'insensibilise de ces informations. Parce qu'on oublie que le but, c'est pas de recevoir tous les jours une information nouvelle, c'est que ces informations importantes, on arrive à les intégrer profondément. Et c'est un peu l'analogie qu'on peut faire du voyage, par exemple. Où est-ce qu'on s'arrête dans le voyage? Est-ce qu'on s'arrête quand on ouvre une page web et qu'on se dit: «Tiens, je partirais bien au Japon», on va sur le guide du routard, on voit des photos, des vidéos, on se dit: «Waouh! Ah, c'est vachement chouette le Japon. OK, on ferme le site et ça y est, bon, on partira jamais en voyage». On s'arrête là. Ça, c'est l'information un peu comme on la reçoit dans un enseignement ou quand on lit un livre. C'est une information qui, sur le moment, on se dit: «Waouh! Ah non, c'est quand même chouette le Japon». Mais le but, c'est pas de faire ça parce que c'est pas de voyager dans un pays que de simplement regarder une page web sur le pays. La deuxième étape, ça va peut-être être de partir dans le pays, d'acheter des billets d'avion et puis d'avoir vraiment un goût direct, une expérience directe de cet environnement. Quand on arrive à New Delhi, par exemple, on sort de l'avion, on est pris par cette chaleur et cette odeur de pollution, de fumée de barbecue et qui est très particulière, que moi, j'ai commencé à aimer avec les années. Et on peut sortir de l'aéroport et là, on est en train de vraiment découvrir le pays. Mais si on se dit: «Ah ouais, ça y est, je suis en Inde, bon, ben, ça y est, OK, je vois ce que c'est. D'accord, il y a quand même pas mal de voitures». On rentre dans l'aéroport, on on repasse au contrôle et on prend le billet retour. Non, comment on fait pour rester dans ce pays? Et ça, c'est l'analogie du voyage, mais l'analogie de la méditation, par exemple, c'est des sujets sur la préciosité de l'existence, sur l'impermanence, sur l'amour. Où est-ce qu'on s'arrête dans la méditation? Qu'est-ce que la méditation d'ailleurs? Où est-ce qu'on s'arrête dans l'information? Est-ce qu'on s'arrête dans la vie de tous les jours à une information qu'on lit, par exemple sur un livre de développement personnel et sur le moment on se dit: «Waouh, ah ouais, ça fait sens quand même». On ferme le livre et on passe à autre chose. Où est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on s'arrête quand on a un avant-goût? Est-ce qu'on prend souvent le temps de réfléchir profondément à une information qui a de la valeur? Est-ce qu'on prend le temps de revenir sur cette information jour après jour pour la faire sienne, pour qu'elle s'intègre en nous? Où est-ce qu'on s'arrête dans le traitement qu'on a de l'information? Et ça, c'est vraiment un sujet à part de méditation. C'est le sujet des 3 sagesses qu'on retrouve dans le Lamrim, un texte, très important dans le bouddhisme tibétain. C'est comment on intègre quelque chose pour que ça nous transforme et que ce soit pas simplement l'éclair d'un instant. On peut être très transporté en visionnant un documentaire, un film, et ça, c'est une étincelle. Comment on fait pour que cette étincelle se répète en nous et qu'elle enflamme quelque chose qui devienne notre expérience persistante, on peut dire?
Donc de ces informations qui vous, peut-être, êtes habitués à la méditation, du mercredi au centre Kalachakra ou dans d'autres centres, ou lisez des livres de développement personnel, on va essayer de réfléchir ce soir jusqu'où je vais. Est-ce que je vais quand je commence à avoir un petit peu de sens en me disant: «Ah oui, ça fait sens» et je m'arrête là? Ou est-ce que j'essaie d'y revenir, de le développer en moi? Parce que ça, c'est vraiment très important, parce que si on pense que la méditation s'arrête au moment où on a juste un «waouh», eh ben non, elle n'a pas encore commencé en fait la méditation. Et on va voir d'ailleurs le sens profond de ce que c'est que la méditation. D'accord? Donc on va faire une petite méditation maintenant, décidément, où on va essayer de réfléchir à ce qui vient d'être dit par rapport à votre expérience personnelle, spirituelle, en essayant de percevoir, voilà, où est-ce que je m'arrête? Est-ce que je m'arrête quand je l'ai vraiment compris et que je l'ai totalement, hem, adopté cette idée, par exemple, sur, l'importance du présent, d'être plus disponible, de calmer les distractions? À quel point je les intègre? Où est-ce que je m'arrête dans ce traitement d'informations? D'accord? Donc je vais vous inviter à prendre une position confortable. Là, c'est vraiment une forme de réflexion. Posez-vous des questions en essayant de voir est-ce qu'il y a une tendance qui peut se dégager de mon comportement en lien avec cette information. Est-ce que j'ai tendance à consommer cette information et puis c'est vrai, elle vibre tout à coup en moi, puis je la laisse tomber, je passe à autre chose? Est-ce que ça m'arrive souvent de rencontrer une information et de me dire: «Ah mais tiens, il faudrait que j'y consacre du temps, une semaine, je passe un peu de temps tous les jours, essayer vraiment de la comprendre cette chose-là parce que je pense qu'elle est cruciale pour moi». Est-ce que ça m'est déjà arrivé d'ailleurs de prendre une information et de vraiment en faire un objet de réflexion durable?
Et quelle est la limite de s'en remettre uniquement à une information lue, écoutée, de ne pas prendre l'habitude de les contempler, de réfléchir, d'essayer de les comparer à notre expérience, de les mâcher, de les faire nôtres? Quelle est la limite de cette consommation de l'information? C'est quoi la limite de m'arrêter trop tôt dans cette intégration de l'information? Je lis un livre, il résonne en moi quelque temps et je m'arrête là, je passe à autre chose. C'est quoi la limite de ça? Encore une fois, combien de fois je m'arrête sur une information qui me semble signifiante pour essayer de vraiment l'adopter? Est-ce que j'y consacre du temps?
Quelles sont les conséquences de ne pas vraiment passer de temps à intégrer ces choses en profondeur? De s'arrêter sur l'une, de la faire nôtre, cette information importante. Ok, alors vous allez revenir à la session, calmement, faire une petite pause. C'est une question cruciale, ça, dans la vie spirituelle, parce que souvent on est débordé par les sujets, et dans le bouddhisme tibétain, il y a énormément de sujets de méditation. Vous le savez maintenant que vous participez aux méditations du mercredi. Et ça peut créer un papillonnage spirituel. On n'a pas le temps de vraiment porter l'esprit de manière répétée sur un sujet jusqu'à temps que son sens se diffuse en nous jusqu'à transformer totalement à la fois notre perception et notre conduite. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette information? Ça, c'est vraiment le sujet des trois sagesses. À quel endroit on s'arrête de cette information? Est-ce qu'on s'arrête quand on la reçoit simplement? On peut être simplement habitué à aller à des conférences, lire des livres, écouter des enseignements. Ah oui, oui, c'est vrai que ça a du sens. Ok, on s'arrête là. On peut s'arrêter un peu plus loin, où on a vraiment compris la chose, on a réfléchi dessus, ça fait sens, et on se dit « Waouh, c'est vrai que c'est ça ». Et c'est ce qu'on fait ce soir. Malgré le nom de méditation analytique, on n'a pas encore commencé la méditation analytique. On va voir ce que c'est. Vous le savez sans doute déjà, mais on va le rappeler, de ne pas confondre la réflexion avec la méditation analytique. Parce que prendre une position confortable, accroupie, et réfléchir sur quelque chose, ça ne qualifie pas une méditation analytique. On va voir ce que c'est. Donc, la première sagesse, c'est la sagesse qui est née de l'écoute. Entrer en contact avec un sujet, une information, on lit un livre, le livre du Dalai Lama ou un autre livre, c'est la sagesse qui est née de l'écoute. Elle a une capacité de transformation, mais qui est limitée. Une fois qu'on a cette information disponible, on va l'intégrer dans une forme de réflexion. Vraiment passer du temps en disant, connectant un petit peu les points tous ensemble. Et ça, on peut le faire dans la position accroupie, mais ce n'est pas encore la méditation. Donc même si on appelle ça méditation du mercredi, en fait, on fait plus souvent de la réflexion. Mais ce qui est très bien, hein, ce qui peut être très profond, fait correctement, de toute façon, c'est nécessaire. Mais la méditation n'a pas vraiment commencé. Donc la première, ce serait de regarder sur un site internet, qu'est-ce que c'est que le Japon? La sagesse née de l'écoute. Le deuxième, c'est d'aller au Japon et puis de sortir de l'aéroport, waouh, c'est super, faire demi-tour, prendre l'avion dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on commence à avoir quelque chose, on se dit, waouh, il y a quelque chose de très fort. Et souvent, on arrête la méditation à cet instant, on arrête la réflexion dès qu'on a un waouh. Et bien, c'est le moment où on doit commencer à méditer, en fait. C'est le moment où, sur cette information qui commence à vibrer en nous, il faut qu'on répète. Il faut qu'on répète, mais on répète plus dans le sens
où il faut dépasser les doutes en nous. On répète pour s'accoutumer, se familiariser, gagner en clarté, gagner en stabilité, gagner en force, gagner en vibration, gagner en transformation intérieure. Par exemple, le sujet de la préciosité de la vie humaine. Les informations qu'on a sont disponibles assez facilement. Voilà, on est en bonne santé, on a des capacités cognitives, on peut prendre du temps. Bon, ça, l'information, la sagesse qui est née de l'écoute, elle est accessible rapidement. Mais déjà, réfléchir, passer du temps, et cette méditation de ce soir permet aussi de se dire combien de temps on passe vraiment pour réfléchir en profondeur à ces choses-là. Parce qu'on ne peut pas espérer une transformation si on fait que créer des micro-étincelles en nous. Ces étincelles, une fois qu'elles ont été créées, il faut les faire s'enflammer. Et ça, c'est le rôle de la méditation. Une fois qu'on a réfléchi à un sujet, que ce sujet fait sens en nous, eh bien, il faut commencer à faire une forme de récursivité, une forme de cycle. C'est un peu proche, et d'ailleurs, j'ai eu une discussion il n'y a pas très longtemps avec un jeune qui fait une thèse sur les traditions méditatives, sur le Lectio Divina dans le christianisme. Et il y a cette forme d'oratio. Oratio, c'est de répéter les choses, d'en faire une forme de litanie. Et bien, il y a un petit peu ça dans le bouddhisme, dans la méditation analytique. Une fois que la chose fait du sens, que ça fait waouh, on ne s'arrête pas là, parce que maintenant, il faut l'intégrer pour que ça devienne naturel en nous. Et c'est à ce moment-là que commence la méditation analytique. Quand il n'y a plus de doute, quand on a vraiment, waouh, on a commencé à avoir une étincelle, à ce moment-là, on voit en séquence tous les raisonnements, mais plus pour briser le doute, mais pour gagner en clarté, pour gagner en force, pour intégrer en nous, pour passer du temps processeur mental sur ce sujet particulier. Et c'est pas fini. Ça, c'est la méditation analytique. Et une fois que la méditation analytique, elle est, on s'y est accoutumé, la méditation analytique, elle marche par les mots, le raisonnement, mais il y a un moment où on n'a plus besoin de raisonner. On se sent complètement rempli de ce sujet sur lequel on a passé du temps à réfléchir et pour lequel on a voué une méditation analytique. Et donc à ce moment-là, on commence à fixer l'objet en un point. Il n'y a plus besoin d'utiliser de raisonnement. L'objet, il apparaît clairement. Comme si on sentait, voilà, si on médite sur l'amour, il n'y a plus besoin de se dire pourquoi il faut que j'aime les autres, c'est important d'aimer les autres, l'amour c'est bon, quels sont les bienfaits de l'amour. Il y a une forme de spontanéité et de focalisation en un point où tout à coup on est complètement observant en un point de cet amour, on le développe en nous à ce moment-là. Et ça, c'est la méditation de placement. Voilà la séquence qui fait qu'on arrive à vraiment intégrer quelque chose. Et on ne l'intègre que quand ça devient complètement naturel en nous. Donc, où est-ce qu'on s'arrête dans le traitement de cette information? C'est vraiment la méditation d'aujourd'hui, la réflexion d'aujourd'hui, de ne pas penser que la réflexion qu'on fait, c'est la seule chose, c'est le bout, c'est la dernière étape. Parce qu'après ça, il y a d'autres étapes pour faire que la capacité transformatrice de ce sujet sur lequel on va réfléchir est plus à même de nous transformer en profondeur. Et si on pense que notre vie spirituelle, comme c'est le cas parfois, piétine un peu, on peut essayer de comprendre, il y a énormément de facteurs, c'est certainement pas l'unique, mais ça peut être aussi dans l'habitude qu'on prend à simplement rester dans le cadre de la sagesse de l'écoute. Est-ce qu'on prend du temps pour réfléchir? Et une fois qu'on a réfléchi, est-ce qu'on prend du temps pour répéter encore et encore, faire sien de tous ces sujets-là jusqu'à temps qu'ils vibrent. Et cette méditation analytique, elle a besoin de calme mental. Le calme mental, c'est le télescope qui va permettre de fixer ce raisonnement en nous. Si on n'a pas de calme mental, la méditation analytique est très difficile, voire impossible, puisqu'il faut qu'on se fixe sur l'objet sur lequel on aura préalablement réfléchi. Et pour se fixer, il faut une stabilité mentale. Pour avoir une stabilité mentale, il faut avoir développé un peu plus de concentration. Donc, méditation analytique et méditation de calme mental vont complètement de pair. On ne peut pas pratiquer que l'une. Une fois qu'on a suffisamment de stabilité, on se sert de cette stabilité-là pour venir fixer l'objet qui a été déterminé par la réflexion. Et l'alliance de cette méditation analytique et de cette méditation de placement forme
la capacité transformatrice profonde de l'esprit. OK? Donc on va refaire une petite méditation, petite réflexion. En essayant de s'imaginer, et si j'allais un peu plus loin dans la manière dont je traite cette information? On va essayer de réfléchir à ce qu'on vient de voir tous ensemble. Est-ce que je pourrais essayer de faire ça? Est-ce que c'est pas cette chose-là qui manque aussi? Moi, je sais que c'est un sujet sur lequel personnellement je reviens très souvent, parce que j'ai cette tendance à rester dans le cadre de la réflexion. Et quand je reste dans le cadre de la réflexion, je sens que ça piétine un peu. Et il suffit simplement de se dire: «Mais oui, mais en fait, il y a ça. Tu pensais méditer, mais non, tu es simplement dans la réflexion. Là, maintenant, il faut que tu le mâches, il faut que tu y reviennes encore et encore sans vraiment essayer de briser le doute parce que tu as plus de doute. Essaye pas de revenir sur tous les petits raisonnements, sur toutes les choses importantes. C'est simplement de le faire l'intégrer totalement à travers une répétition. C'est un côté très répétitif, la méditation analytique. Parce que méditation, c'est familiarisation, gom en tibétain. OK? Donc on va essayer de s'imaginer et si on allait un peu plus loin dans le traitement de l'information qu'on fait? Parfois, c'est vrai, il y a des sujets qui ont du sens, qui vibrent en moi. Je sens que ça m'émeut, ça me touche. Est-ce que je peux aller plus loin? Et si au moment où ces sujets, ces informations résonnaient en moi, je m'autorisais pas simplement à les laisser durer, à y revenir encore et encore, à autoriser qu'elles s'imprègnent totalement en moi.
de ne pas m'arrêter seulement à cette étincelle. Une fois que j'ai une étincelle, parce qu'on en a tous de choses qui vibrent, qui résonnent en nous, y revenir encore et encore, pour déclencher en nous un grand incendie. Ce grand incendie d'une transformation pérenne. Et si j'apprenais à aller un peu plus loin dans l'intégration de ces informations? Et là, on va pouvoir essayer de le visualiser un peu. Comment je pourrais faire? Est-ce qu'il faudrait que j'y voue un peu plus de temps? Comment concrètement je peux m'y prendre? Le but de la voie spirituelle n'est pas de se contenter d'étincelles. Comment est-ce que je peux faire pour essayer d'intégrer plus en profondeur ces choses importantes, ces informations importantes qu'on trouve un peu partout?
Est-ce que ce n'est pas de développer plus de temps pour la réflexion? Et une fois que ma réflexion m'amène quelque chose, de ne pas m'arrêter là, d'autoriser en moi la poursuite, l'intensification de cette résonance, du sens qui était compris. Ok, alors on va avoir quelques minutes pour des questions, si vous en avez. Au fil de la méditation sur la lumière, j'ai visualisé la représentation du Bouddha dont j'ai pris l'habitude. Ça m'a à la fois apaisé et éveillé. Du coup, le Bouddha prenait de plus en plus de lumière. Ça fait 2 objets. C'est bon quand même. Alors Rémi, ça c'est bien, c'est bien, mais il ne faut pas que ça devienne qu'une visualisation t'emmène dans des objets qui ne sont pas les objets que tu as choisis au départ. Dans le Lamrim, il est dit, quand on choisit un objet au départ, on essaie de s'y tenir, parce que sinon, on prend l'habitude que l'esprit diverge, ce qui peut devenir une forme de distraction intérieure. Donc c'est bien, si tu as une apparence de Bouddha, très bien, mais faire attention que ça ne t'emmène pas sur quelque chose d'autre, ou pas passer d'un objet à un autre. La répétition de l'information n'est-il pas une forme d'intégration de celle-ci? Oui, oui, oui. Mais c'est avec quelle profondeur on répète cette information? Parce que simplement la répétition sans la compréhension profonde, c'est pas nécessairement une forme d'intégration. Parce qu'il faut être intelligent, comprendre cette information en profondeur, l'éprouver avec la logique. On ne parle pas simplement de l'information qu'on trouve dans le monde, ici on parle des choses qui ont trait à l'esprit, aux émotions. Il y a besoin de logique, de raisonnement. Donc oui, la répétition et la méditation, c'est une forme de familiarisation. La familiarisation, c'est une forme de répétition. Ça peut être de l'endoctrinement aussi, non? Non. Non. Non, parce que dans la phase de réflexion, il y a une validation par la logique. On n'est pas censé on n'est pas censé méditer sur quelque chose qui n'a pas de sens pour nous. D'ailleurs, c'est impossible. On ne peut pas répéter quelque chose. Ce n'est pas la méthode Coué, la méditation. La méthode Coué, on peut prendre n'importe quoi, le répéter. Je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux, alors qu'on est, on est déprimé. Non, ça, c'est l'endoctrinement. Il passe pas la deuxième étape, en fait. Il passe pas la deuxième sagesse, parce que la sagesse de la réflexion, c'est la sagesse d'aller avec une hygiène mentale absolue pour voir si la chose qu'on veut intégrer, si elle a du sens ou non, si elle est valable, si elle est valide. Ça, c'est hyper important. On n'est pas là pour accepter quelque chose qui a été dit par une autre personne et que par le simple fait qu'elle l'ait dit, on doit l'accepter. Jamais. Donc, non, ce n'est pas une forme d'endoctrinement. Merci pour... Ok, d'accord. Bon. On va faire une petite dédicace. Si vous avez des questions, on pourra la faire juste après la dédicace. Donc, une petite dédicace altruiste. Voilà, puissent ces efforts à éveiller en nous ces 3 sagesses. Sagesse née de l'écoute, de la réflexion et de la méditation. Nous faire intégrer ces sujets importants que sont l'amour, l'altruisme, la bienveillance, l'impermanence, la vacuité, la bodhicitta, tous ces sujets qui apportent un peu plus de paix dans l'esprit et qui nous rendent plus à même d'aider les autres. Donc puisse la génération de ces 3 sagesses
apporter plus de bienfaits au monde, de compréhension, de sagesse, de paix, de non-violence. Et mes efforts ce soir ont participé à cette non-violence, à cette paix. Indirectement peut-être. Mais ces petits efforts peut-être font que la prochaine fois que je vais entrer en contact avec un sujet de méditation, je vais essayer d'aller plus loin, de le faire mien, de le transformer, de l'adopter complètement. Après l'avoir validé avec la raison, bien entendu. Ou invalidé, s'il n'a pas de sens. Donc, puissent tous ces efforts m'apporter ce que je souhaite, plus de bonheur, et ce faisant, être plus à même de satisfaire les êtres autour de moi, de leur apporter de la joie, ce dont ils ont besoin, et de participer à un peu plus de paix dans le monde, d'harmonie. Ce que j'ai fait pendant ces quelques minutes, c'est ma contribution à ça.